Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de What is Love. Je m'appelle Aïssata Je m'appelle Meggy. et nous sommes tellement contents de vous retrouver pour un nouvel épisode. Nous voulons d'abord vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode numéro 2 qui a suscité un bon nombre de réactions. Donc nous avons reçu énormément de messages avec des avis, avec des réflexions. Et je pense en tout cas que pour moi, la beauté de cet épisode, c'était justement toutes les discussions que ça a créées et tous les changements de perspective aussi qui ont eu lieu. J'ai vu beaucoup de personnes qui, dans le passé, qui auraient peut-être pu juger, qui là étaient dans une approche un peu plus empathique. Donc, c'était déjà un plaisir de voir ça. Parce que c'est vraiment le but de notre podcast, donc c'était cool à voir. Très cool. Et c'est dans cette même optique qu'on vous ramène un troisième épisode qui, Inch'Allah, je dis Inch'Allah parce que bon, c'est le mois de Ramadan, mais qui, Inch'Allah, ouvrira aussi la porte à plein de discussions. La particularité de cet épisode ou de notre invité, déjà dans le thème qu'on aborde, c'est un thème qui est souvent considéré comme tabou dans beaucoup de sociétés africaines. Donc aujourd'hui, on va parler de sexualité et on va parler de choix autour de la sexualité. Ça va être sous la perspective d'un homme noir et d'un homme africain. Et je pense qu'il y a beaucoup de beauté dans le fait de donner la parole à des personnes qui ne parlent pas souvent de ce genre de choses à l'échelle publique. Et donc, je vous laisse avec Meggy. Effectivement, je trouve que c'est vraiment, vraiment courageux de sa part d'avoir accepté l'invitation à venir partager son histoire. On parle spécifiquement de virginité dans cet épisode. Quand j'ai réécouté l'épisode, je me suis dit que c'est vraiment un sujet important et c'est une conversation nécessaire à avoir. D'habitude, dans nos sociétés, on s'attend à ce que les hommes, et surtout les hommes africains, aient perdu leur virginité assez tôt. J'ai souvent entendu des histoires de oui, j'ai perdu ma virginité à 13 ans, Avec 18 la ans même, c'est nounou, déjà. Ouais, je te jure. Non, mais des histoires catastrophiques en plus. mm, Ouais, avec la nounou à 13 ans ou 18 ans même, c'est poussé, quoi, tu vois. Et là, on a un homme qui est déjà dans sa trentaine. Ça me rappelle juste à quel point j'avais cette pression ayant 25 ans. Et je me disais qu'il fallait à tout prix que je perde ma virginité parce que c'était trop tard pour moi de toujours l'avoir. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment courageux de sa part de parler de la virginité à son âge. Et au final, en fait, qui sont les gens pour nous dire à quel moment on doit perdre notre virginité. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai aussi trouvé le sujet de la performance et la communication entre hommes et femmes durant l'acte sexuel très intéressant et j'espère que vous allez beaucoup apprécier aussi. Et j'ai envie de dire, c'est intéressant en écoutant Meggy parler, je me rends compte que le langage qu'on choisit peut vraiment définir la manière dont on voit les choses. Parce que c'est vrai que moi, en écoutant l'épisode, je n'avais pas pensé virginité, j'avais pensé abstinence. Ok. Parce que j'avais l'impression que l'histoire de notre invité, c'était vraiment ancré dans le choix et la décision de s'abstenir. Et donc, à un moment Mm. donné, je ne voyais pas l'histoire forcément en me disant, ah, c'est quelqu'un qui n'a pas perdu sa virginité, mais plutôt c'est quelqu'un qui est abstinent parce que j'ai Mm, l'impression que mm, la mm. notion du choix et la volonté, en fait, de préserver cette partie-là de sa Ouais, vie était plutôt importante. importante. Ouais. Je vais arrêter de parler, on va vous laisser écouter par vous-même et puis voir ce qui vous saute à l'oreille. J'ai failli dire ce qui vous saute aux yeux, mais ce qui vous saute à l'oreille. Et comme d'habitude, écoutez avec beaucoup d'empathie et avec les oreilles ouvertes, le cœur ouvert pour découvrir des nouvelles manières de penser. Bisous, bisous. Bonne écoute. Déjà, il faut dire que je suis une personne qui a toujours eu une forme de questionnement par rapport à l'amour et à tout ce qui entourait l'amour. L'amour en ce qui concerne nos relations, on va dire, en griffe amicale, mais aussi les relations amoureuses. Donc il faut dire que moi, mon parcours a commencé, disons, dans l'adolescence. Vous savez, au niveau de l'adolescence, on est souvent persécuté par pas mal de choses. Le corps qui change, les tentations, on fait connaissance avec nos corps, on apprend à être attiré en griffe par les filles, etc., etc. On est exposé aux films pornographiques et tout un tas de choses qui peuvent, on va dire, déstabiliser un adolescent. Alors moi, mon parcours, il a commencé comme un ado normal, voilà, qui était exposé à toutes ces choses, voilà, qui ne comprenait pas trop ce qui se passait. Et ce n'est pas un reproche, mais on va dire qu'il n'a pas forcément les personnes autour de lui pour poser les questions, pour avoir des réponses. Vous savez, dans nos sociétés africaines, on a des parents assez conservateurs qui sont vraiment assez rigides, si je peux me le permettre, et qui ne permettent pas vraiment d'engager la discussion sur des sujets aussi sensibles, limite tabous. Voilà. Mais j'étais quand même une personne assez peureuse par rapport à l'ado normal. Voilà, j'étais un garçon assez peureux qui n'aimait pas trop s'aventurer sur les terrains inconnus. Donc du coup,
qui dit relation sexuelle dit gros terrain inconnu. Je me contentais de tourner autour du sujet, mais sans vraiment tenter ma chance. Vers 17-18 ans, j'ai commencé à, on va dire, m'intéresser à la religion. Et là, j'ai commencé à trouver en fait les fondements, on va dire, de mon voyage. J'ai commencé à me dire, ok, moi, voici ce que je recherche. Je pense que très tôt, je savais déjà ce que je recherchais dans une relation amoureuse, même si j'étais pas encore à une étape où je me connaissais énormément, mais je savais exactement ce que je voulais. Et moi, je voulais une relation fusionnelle, je voulais une connexion avec une personne avant de rechercher l'aspect physique, avant de rechercher les relations sexuelles. Donc ça, c'était quelque chose qui était très clair pour moi dès le départ. Et du coup, de notre côté, tu vois la région qui te dit, ok, pour promouvoir cette connexion avec l'autre personne, ce serait mieux d'attendre le mariage avant d'avoir la relation sexuelle. C'est ce que pratiquement, je pense, toutes les religions d'aujourd'hui prônent. Donc, moi, j'étais un peu dans cet état d'esprit-là. Et on va dire qu'à cette époque-là, c'était vraiment ça qui était mon socle, en fait. Voilà, la religion. Disons qu'entre l'adolescence et, on va dire, mes premiers questionnements par rapport à mes motivations, j'ai connu trois ou quatre filles quand même qui me plaisaient. Voilà. La première, j'avais 16 ans. Et il y avait mon tonton qui me mettait la pression pour que je sorte avec une fille. Bon, la fille, on avait déjà des sentiments, on s'aimait bien. Donc, du coup, ce qu'il faisait, c'est que j'allais en vacances chez mon grand-père. Et en fait, il appelait la fille, il la mettait dans une chambre, il m'appelait et il nous enfermait. Je crois qu'il m'avait, à l'époque, il me disait clairement que non, ça fait partie de ton apprentissage pour être un homme, il faut que tu couches avec elle. Voilà, donc, mais j'ai résisté, j'ai jamais flanché. Avec la fille, il y a eu des bisous, etc. Mais c'était sans plus. Il ne se passait rien parce que je suis depuis toujours quelqu'un qui suit sa voie, qui ne regarde ni à gauche ni à droite, qui est très peu influençable. Je ne vais pas dire qu'il n'est jamais influençable, mais qui est très peu influençable. Et quand il a quelque chose dans la tête, il va jusqu'au bout. Donc, il nous enfermait, je ne faisais rien, il était dessus. Il a dû essayer deux ou trois reprises. Il a vu que ça ne passait pas et il a abandonné. Voilà, donc en termes de pression, il faut dire que j'en ai eu pas mal. Mon oncle, je pense que c'était l'une des personnes qui me mettait le plus la pression. Voilà, parce que lui-même, il a dû commencer assez tôt aussi. Donc, il voulait. On était assez proches. Voilà, on était assez proches. Et il voulait vraiment que je m'y mette. Mais bon, je n'étais pas prêt. Je ne sentais pas le truc. Donc, les autres filles, il y a eu une quand je suis allé à l'université. Elle était un peu plus âgée. Très expérimentée. Voilà, et je pèse mes mots. Et ça allait super vite. Ça allait des flirts super poussés. Je pense que ça a été mes premiers flirts super poussés. Dans tout ça, j'avais la lucidité de lui dire qu'il y a des limites que je ne souhaitais pas franchir. Donc elle a compris. Je pense qu'elle a essayé à plusieurs reprises, mais ça n'a pas fonctionné. Après ça, c'était, on va dire, assez facile quand même de ne pas céder à la tentation. Ou à chaque fois que je rencontrais une fille, je lui expliquais que je ne voulais pas avoir de relations sexuelles. Ça a été bien accueilli parfois. Voilà. Il y a des filles qui étaient enthousiastes. Il y en a par contre que ça n'enchantait pas trop. Je pense qu'il y en a une même que j'ai beaucoup apprécié. Je pense que je l'ai couru après pendant 2 ans de façon discontinue. Elle, quand je l'ai vue, c'était un peu le coup de foudre. Jusqu'à ce qu'on apprenne à se connaître en détail, etc. Mais elle sortait en fait d'une relation difficile où elle avait eu, on lui avait fait des promesses devant ses parents et elle. Et ces promesses n'ont pas été tenues. Donc, elle avait mis une croix sur les hommes. Pendant les 2 ans discontinus, c'est un peu ça qui explique cette longue période de drague en fait. C'est quelqu'un qui avait besoin de guérir. On a définitivement coupé les ponts justement par rapport à ce sujet. Elle m'a clairement dit que si on se mettait en couple, elle, c'est quelque chose dont elle avait besoin. Que si on se mettait en couple, on allait coucher ensemble. Mais bon, je suis de nature têtue et accroché à mes convictions. Je lui ai dit que malgré le sentiment que j'avais pour elle, ça veut dire qu'on ne pouvait pas trouver des terrains d'entente. Donc chacun devait suivre son chemin. Donc c'est à partir de là qu'on s'est séparés. Voilà, elle, on m'a dit que ça m'a un peu touché parce que j'avais beaucoup d'affection pour elle. Mais bon, après, ce n'est pas un sujet sur lequel on peut faire des compromis. Je ne lui en veux pas. Elle n'a connu que ça. Elle n'entrevoit pas une relation en dehors de ce cadre, de ce contexte. C'est son choix, de même que c'est mon choix. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. S'agissant de comment je me sentais par rapport à cette pression populaire, parce que je lui dis c'est un âge de l'adolescence jusqu'à 21 ans, 22 ans, il y a vraiment une pression de tes amis, de ton entourage pour que tu aies des rapports sexuels. On va dire que j'étais intrigué, mais je n'ai jamais cédé. J'avais aussi énormément de pression interne. Ces pressions internes étaient beaucoup plus importantes que les pressions extérieures. Parce que entre l'adolescence et l'âge de 20 ans, 21 ans, 22 ans, tu découvres ton corps et tu commences à avoir des réactions par rapport à la gente féminine que tu ne contrôles pas de prime abord. L'exposition à des scènes, on va dire, de nudité, des femmes sexy, franchement, c'était très dur. C'était très dur. Je pense qu'à un moment, je me suis plongé, on va dire, je ne vais pas dire corps et âme, mais j'ai beaucoup souffert des films pornographiques.
Voilà, ça m'a énormément fatigué parce que c'est vrai que c'était un moyen de satisfaire un besoin, certains diront biologique, mais en même temps, à la fin, il y avait ce sentiment de culpabilité là qui ne te quittait pas. Alors pourquoi, si je suis en train de faire quelque chose qui est censé être bon, pourquoi je me sens coupable après? Ce n'est pas une forme de jugement d'autrui, c'est plutôt comment tu te sens par rapport à toi-même. Et c'est exactement comme ça que je me sentais après avoir regardé ces films pornographiques. Là, directement, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Il y a eu c'était vraiment une pression importante avec des amis autour qui en parlent tout le temps. C'était vraiment difficile. Mais malgré tout, on va dire que j'ai en griffe maintenu le cap et je n'ai jamais cédé. Dans mon entourage, cette décision d'attendre éventuellement jusqu'au mariage pour avoir des rapports sexuels, si je dois faire un sondage, il y a plus de personnes contre que de personnes pour. Jusqu'à présent, je me fais charrier et je pense que ça va continuer. Ça charrie grave, énormément. Je me prends des vannes pratiquement tout le temps. Je pense qu'il ne peut pas se passer un mois sans que je me prenne une vanne. Je le vis très bien, j'en rigole. Voilà, c'est la façon dont j'ai décidé de vivre l'amour en fait. Et ce qui est fascinant, c'est que je suis convaincu qu'il y en a parmi eux qui auraient voulu avoir cette conception, ou bien qui l'ont eu au début de leur vie sentimentale. Mais avec les circonstances de la vie, les blessures intérieures, se sont retrouvés dans une sorte de cercle vicieux et ils ne contrôlent plus rien. Moi, je le vis bien, je le prends bien. Voilà, je suis bien conscient que ça suscite pas mal d'interrogations. Mais à la fin de la journée, il s'agit de moi, de mon corps, de mes décisions et de ce que je veux vivre. Voilà. Je reconnais volontiers que je peux me tromper. Il se peut que je me trompe. Il se peut aussi que ça fonctionne. Mais dans tous les cas, partant du principe qu'il n'y a pas de mauvaise décision en soi, il y a juste une décision et je suis prêt à en assumer les conséquences. J'ai connu une phase de questionnement à partir de 25-26 ans où j'ai commencé à remettre en cause déjà la religion. Il faut dire que je viens d'une famille qui n'avait pas vraiment une religion à la base. Papa était d'un côté, maman était d'un côté. Vers la première terminale, j'ai un peu penché vers le catholicisme à cause de maman. Mais après, je me suis détaché. Déjà, je ne partais plus trop à l'église. Mais là, maintenant, c'est athée. Je n'ai plus vraiment de religion, mais je reste un être profondément spirituel. Donc aujourd'hui, mes motivations de départ ont changé. Initialement, c'est vrai que je voulais éviter d'avoir des rapports sexuels, principalement parce que la religion le disait, parce que la Bible disait de ne pas avoir de rapport et d'attendre le mariage, etc. Mais aujourd'hui, je pense que ma principale motivation, c'est d'éviter d'avoir des nuages dans la construction de ma relation avec la personne que je vais rencontrer. C'est une façon pour moi de me concentrer en fait sur la personne, ce qu'elle est, ce qu'elle représente, et ensuite avoir ce rapport sexuel comme une sorte de cadeau parce que j'aurais fait le travail de base. Ce travail de base, en fait, je considère que c'est la fondation de la relation. C'est la fondation de la relation, comment tu te sens avec cette personne, comment vous arrivez à vous entendre, comment vous arrivez à vous ajuster, le niveau de connaissance que tu as de cette personne, est-ce que tu es capable d'anticiper ses réactions. C'est ce genre de connexion-là, c'est de ça que je parle. Et pour moi, avoir un rapport sexuel, je ne dis pas que ça va m'empêcher d'avoir ce type de connexion, mais disons que ça peut me perturber, sachant que je ne sais pas vraiment comment je réagirais, quelqu'un qui n'a jamais eu de rapport, lorsque ça se passera. Voilà. Donc je préfère mettre ça de côté dans un premier temps, me concentrer sur la relation, sur ma façon d'interagir avec cette personne, et pourquoi pas, peut-être même avant le mariage, ça pourra se faire. Voilà. Après, quand je dis mariage, il y a plusieurs étapes. À partir du moment où on atteint un certain niveau de relation où les deux familles se connaissent, même si vous n'êtes pas encore, même si vous n'êtes pas encore marié, je pense qu'on atteint déjà un certain niveau de sincérité dans la relation qui, pourquoi pas, pourrait me permettre d'être dans ce confort et me dire, ok, ça y est, on peut y aller. Même si je ne cache pas que ma préférence, c'est vraiment d'attendre une certaine officialisation, voilà, parce que je trouve que ça crée quand même un certain cadre plus important, c'est qu'on arrive à se dire que dans la construction de notre relation, on soit à un point où on se dise, je te connais, je ne sais pas forcément tout, parce que je pense que c'est difficile de se dire qu'on connaît une personne de façon à 100%, mais je te connais et je me sens bien avec toi. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion d'atteindre cette forme d'assurance, mais bon, je suis confiant sur le fait que ça finira par arriver. Au sujet des rapports sexuels, chez les hommes, en fait, il y a une vision que je vais oser qualifier d'erronée, qui fait penser aux hommes que le rapport sexuel, c'est une question de performance liée aux minutes, de performance liée à, en griffe, je vais la tuer, des trucs de ce genre.
pour moi, c'est une perception qui est complètement erronée. C'est censé être un moment d'intimité entre deux personnes qui s'aiment. C'est censé être aussi un moment de communication profonde où les deux personnes sont censées s'écouter. À partir du moment où tu aimes une personne, tu es disposé à écouter cette personne. Il me paraît étonnant que vous n'arriviez pas à faire de ce moment un moment, on va dire, tout à fait agréable. C'est lorsqu'on a une sorte d'incohérence entre les intentions. Une personne qui aime, une personne qui est juste là pour satisfaire sa libido, qu'on se retrouve à avoir, on va dire, de mauvaises expériences. Donc, je n'ai pas peur. Je me dis que quand ça va arriver, je serai prêt. Je vais écouter. Je vais faire ce qu'il faut. D'autant plus que je suis totalement ouvert. Je suis bien conscient de mon inexpérience. Mais cette inexpérience n'est pas un handicap parce que ceux aujourd'hui qui se vantent d'avoir connu beaucoup de filles ont bien commencé un jour. Voilà, donc je commencerai. C'est vrai, je vais commencer assez tard. Encore assez tard, c'est qui définit le tard ou le tôt? Je ne pense pas que ce soit attribué à une personne de définir si c'est tard ou c'est tôt. Donc je vais commencer et parce que j'aime cette personne, je vais écouter cette personne, je serai attentif à ses besoins et je suis sûr que ça va bien se passer. D'autant plus que je reste une personne qui, en griffe, n'est pas coincée, qui a envie d'apprendre. Aujourd'hui, il y a des livres sur les rapports sexuels. J'ai même un ami qui a offert un livre à un autre ami qui pratiquait l'abstinence. Voilà, avec les positions, des explications, etc. Et pour la confidence, la femme de ce dernier a remercié l'ami. Donc après, j'ai envie de dire, la société, surtout au milieu des hommes, a fait de ce moment un moment de performance, un moment pour louer l'ego de l'homme. Tu es fort, tu es dangereux, j'ai failli la tuer. Mais en réalité, cette façon de voir, c'est une façon qui est erronée parce que le rapport sexuel est censé être une consécration, un moment d'intimité entre deux personnes qui s'aiment. Si elles s'aiment, elles feront ce qu'il faut pour se satisfaire l'une et l'autre. Ça, c'est une chose dont je suis sûr à 100%. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller, je ne sais pas par où je vais passer, mais une chose qui est sûre, je vais y arriver. Pour moi, l'amour, c'est aimer soi-même et aimer l'autre tel qu'il est. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, à nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Music et surtout à nous laisser des commentaires qui partagent votre ressenti par rapport au podcast et aux épisodes en particulier. Suivez-nous aussi sur Instagram à whatislove_podcast. Et si vous avez une histoire à raconter ou à partager, ou si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage dont l'histoire mérite d'être partagée, envoyez-nous un email à whatislovepod@gmail.com ou écrivez-nous tout simplement sur Instagram. Merci.